À l'aube de ses 22 ans, Grace Millane se volatilise alors qu'elle est en voyage en Nouvelle-Zélande. Et après plusieurs jours de recherche, les enquêteurs finissent par s'intéresser à un homme qui s'avère être le dernier date Tinder de Grace. Que s'est-il passé la nuit du 1er décembre 2018? Et surtout, où est Grace? C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui dans cette nouvelle Auroria. Hey! J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle Auroria. Je préfère quand même vous prévenir, si vous me trouvez dans un état un petit peu pas folichon aujourd'hui, c'est normal, je suis toute gonflée, j'ai les yeux gonflés, j'ai le nez gonflé, c'est une horreur en fait, je suis complètement en train de tomber malade, peut-être même que vous allez l'entendre à ma voix. Une fois que l'Auroria sera sortie, je m'en mitouflerai dans mon lit. Du coup désolé, je n'ai pas fait d'effort vestimentaire, gros pull, jogging et chaussettes de Noël. Ouais, on commence cette vidéo par répondre à deux questions parce que j'ai envie d'apprendre un peu plus à vous connaître. J'ai envie de savoir de quelle ville vous venez, où est-ce que vous habitez. Pour le coup, c'est de la simple curiosité. Je me suis posé la question la dernière fois et je me suis dit, purée, mais ils viennent d'où tous ces gens qui me regardent? Et deuxième question en rapport avec cette Auroria, avez-vous déjà utilisé ou utilisez-vous en ce moment Tinder? Comme ça, même à la fin de la vidéo, quand vous connaîtrez l'histoire, vous pourrez me dire si maintenant Tinder c'est un peu plus sécurisé. C'est l'instant confession, je dois vous dire que je n'ai jamais utilisé Tinder. Donc écoutez, si vous avez des anecdotes par rapport à Tinder, qu'elles soient positives ou négatives, n'hésitez pas, je vous lirai avec grand plaisir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous laisse d'abord entrer dans ma cuisine. Et ouais, car aujourd'hui j'ai la chance de vous proposer une super offre, c'est ma première collaboration avec HelloFresh, je suis trop contente. La recette que j'ai décidé de faire ce soir, c'est la tarte fine forestière et duo de fromage. Le fromage, c'est la vie. Et toute opinion différente n'est pas la bienvenue. Pour vous expliquer le concept d'HelloFresh très rapidement, c'est vraiment un life changer puisqu'en fait vous recevez des recettes qui sont directement imprimées sur papier avec toutes les étapes à faire et tous les ingrédients qu'il faut pour cette recette. Non, vraiment, c'est trop pratique. Moi, j'adore surtout faire mes recettes juste avant un stream Twitch, puisque comme vous le savez, je stream tous les jeudis. Et comme je finis mes lives souvent tard, quel plaisir de retrouver un plat réconfortant et déjà préparé par moi-même juste après. Pour vous dire à quel point HelloFresh, ils sont trop forts, ils arrivent à me faire manger et aimer des oignons. Parce que moi, j'adore le goût, mais pas du tout la texture. Et à part HelloFresh et ma belle-maman, personne ne peut me faire manger des oignons. Donc voilà, si vous êtes comme moi, vous comprenez. C'est un grand step, vraiment bravo HelloFresh. Le repas est à moins de 3 € par personne. Et en ce moment, avec mon code OriaCheese, vous avez 2 mois de fromage offert. Encore une fois, le fromage, c'est la vie. Non mais regardez-moi ça là. Oh là là. Je bave rien qu'à faire ce montage et à revoir cette recette. Parfois, mes vidéos, elles sont un petit peu dures quand même émotionnellement à préparer et puis à filmer. Et donc, pour moi, c'était plutôt cohérent de vous montrer ce qui me réconfortait dans la vie, à savoir la nourriture. Mon top 3, de toute façon, c'est la nourriture. En 2, c'est Lady Gaga. Et en 3, c'est mes chiens. Quoique le 2 et le 3, je peux les mettre ensemble. Je peux écouter Lady Gaga en faisant des câlins à mes chiens. En tout cas, voilà le résultat avec le fromage bien fondant au-dessus de la tarte là, oh my god. Et quand vous choisissez vos menus sur HelloFresh, vous pouvez même ajouter des suppléments. Donc moi j'ai pris voilà un petit Cantal, il était délicieux, on l'a mangé en une seule fois, voilà, je vous dis la vérité. Et la burrata que j'utiliserai pour une autre recette, mais j'aurais pu le mettre sur cette tarte. Voilà, regardez-moi ça. Et ouais, c'est moi qui l'ai fait. Cette recette a intéressé tout le monde dans cette maison, mais nous ne sommes que deux à en avoir mangé. Et voilà, j'ai fait la happy dance. Et si je fais la happy dance, c'est que c'était vraiment délicieux. Le lendemain, j'ai fait des pâtes champignons épinards avec une espèce de sauce fromage et une burrata par-dessus. Non, je me suis régalée. Donc si vous voulez vous régaler comme moi, n'oubliez surtout pas le code OriaCheese pour avoir 2 mois de fromage offert. On ne peut affronter cet hiver qui est déjà bien froid qu'avec du fromage et des recettes réconfortantes. Et maintenant que les courageux que vous êtes confortablement installés dans le noir et après un bon repas réconfortant, c'est parti. Comme toujours, les trigger warnings s'affichent à l'écran. Aujourd'hui, on va parler de violences sexuelles et aussi d'alcool. Commençons par parler de la victime. Elle s'appelle Grace Millane et elle est originaire de Wickford, à peu près 50 km de Londres. Grace est décrite par ses proches comme une personne solaire, qui a toujours le bon mot pour faire rire et qui sait se faire des amis où qu'elle aille. Au moment des faits, elle est âgée de 21 ans, mais elle est vraiment juste sur le point de fêter ses 22 ans. Grace, elle vient d'obtenir son diplôme dans le domaine de la pub et du marketing à l'université de Lincoln. Après l'obtention de son diplôme, elle décide de s'offrir un an de voyage autour du monde à partir d'octobre 2018, histoire de profiter encore un peu avant d'entrer dans la vie active, dans la vie d'adulte. Juste avant son départ, elle coupe ses cheveux et en fait don à l'association Little Princess Trust qui récolte des cheveux pour fabriquer
des perruques pour les enfants et les jeunes personnes malheureusement atteintes de cancer. Et ça, c'est vraiment pour vous dire à quel point Grace, elle était généreuse, elle avait le cœur sur la main et elle pensait beaucoup aux autres. Après ça, elle démarre son périple et ça commence par 6 semaines en Amérique du Sud. Elle passe d'abord par le Pérou et puis elle se joint à un groupe de trekking pour découvrir le pays à travers des randonnées. Sa prochaine destination, les plages de l'île du Nord en Nouvelle-Zélande. Et il faut le savoir, je trouve que c'est une stat super intéressante, la Nouvelle-Zélande est classée dans le top 4 du classement des pays les plus sécurisés pour les femmes qui voyagent seules. En fait, à l'époque, il était carrément top 2, mais je pense que depuis cette histoire, il a un peu perdu des places et du coup, c'est le 4e. Donc à l'époque, top 2 des pays les plus sécurisés, aucune inquiétude à avoir. Après ça, son prochain point de chute, il est à Auckland et elle s'y arrête le 30 novembre 2018. Elle séjourne dans une auberge de jeunesse, Base Backpackers, où beaucoup de voyageurs y séjournent, surtout grâce à des prix attractifs. Le 1er décembre, Grace, elle se rend à Sky City, qui est un complexe hôtelier, un peu comme un grand mall. Ça me fait vraiment penser au mall qu'il y a dans Dubaï par exemple. C'est un endroit où il y a plein de magasins, de restaurants, des hôtels, des bars, etc., etc. On peut pas s'y ennuyer. À 17h43, on a des images de Grace qui prend en photo les décorations de Noël, dont le grand sapin dans le hall, qu'elle envoie à sa famille en Angleterre par SMS. Et malheureusement, ça sera sa toute dernière communication avec sa famille. 2 minutes plus tard, on peut la voir retrouver un homme qui la prend dans ses bras. Et là, clairement, je vais pas faire de suspense, vous avez très certainement compris de quoi il s'agissait avec le titre de la vidéo, voilà. Cet homme s'appelle Jess Shane Kepson et il a 26 ans. Grace et Jess se sont rencontrés sur Tinder. En fait, ils ont matché la veille sur l'application de rencontre et donc ils ont discuté, puis ils ont décidé de se rencontrer le lendemain, soit le samedi 1er décembre. Ils ont choisi cette date surtout parce qu'à minuit, donc le 2 décembre, ça sera l'anniversaire de Grace et elle lui a avoué qu'elle avait rien prévu en fait pour fêter l'événement. Les deux se rendent alors dans un restaurant de burger/bar, le Andy's. Et ils y boivent plusieurs cocktails en faisant connaissance. À 19h12, ils quittent l'endroit. Et après s'être dit au revoir, Grace, elle repart dans son auberge de jeunesse, et puis Jess descend la même rue, mais dans le sens inverse, la rue Victoria Street, pour aller retrouver quelqu'un d'autre dans un bar sportif. Selon lui, il boit quand même pas mal d'alcool, environ 10 pintes. Alors je sais pas si les pintes là-bas, c'est pas l'équivalent des pintes en France, parce que 10 pintes de bière en France, est-ce qu'on peut même rentrer chez soi normalement? Je suis pas sûre. En tout cas, lui, il rentre chez lui, mais forcément, quand il se réveille le lendemain vers 10h, il se souvient pas trop de la fin de sa soirée. Comme je vous l'ai dit précédemment, le 2 décembre, c'est l'anniversaire de Grace. Elle est censée fêter ses 22 ans. Alors évidemment, elle reçoit plein de vœux d'anniversaire, que ce soit sur les réseaux sociaux et aussi par message. Ses parents tentent même plusieurs fois de lui téléphoner, de faire des FaceTime, mais personne ne répond. Ses proches remarquent également qu'elle ne poste plus rien sur les réseaux sociaux, alors que normalement, elle a pour habitude de poster plein de souvenirs de son voyage, plein de stories, etc. Et ce n'est pas normal. Donc ses parents décident d'appeler la police et l'ambassade en Nouvelle-Zélande. 3 jours après sa disparition, Grace est officiellement portée disparue. Certains de ses proches se rendent alors sur place pour être au plus près de l'enquête, et son père s'exprime ensuite dans les médias le vendredi, soit 6 jours après la disparition de sa fille. Thank you for coming today. As you know, Grace has been missing for several days. We last had contact with her on Saturday the 1st of December. And as a family, we've been extremely concerned for her welfare. Et là, on va entrer dans une enquête que personnellement je trouve fascinante parce que c'est assez rare dans les cas de disparition qu'on ait autant de vidéos. Ici, on a beaucoup d'images et en fait, on peut vraiment retracer toute la soirée de Grace, minute par minute, et c'est accessible au public. Donc forcément, je vais vous mettre des images, mais je sais que quand il y a trop d'images, il y en a certains à qui ça plaît pas. Donc je vais essayer de trouver le juste milieu au montage, mais si vous souhaitez vraiment suivre toute la soirée de Grace, je vous mettrai le lien de la vidéo YouTube dans le petit. L'inspecteur chargé de l'enquête s'appelle Scott Beard et pour lui c'est vraiment crucial de trouver la vérité afin que justice soit rendue, que la famille de Grace puisse faire son deuil ou pas, on sait pas encore, mais je dois dire que j'ai été plutôt impressionnée par son comportement. Je sais pas si c'est propre à la Nouvelle-Zélande, tout ce que j'ai vu de lui montrait un homme vraiment très impliqué, il voulait vraiment trouver Grace, on le voit plusieurs fois s'exprimer à la télévision et il se montre très ému et on aime bien parfois pointer du doigt les officiers quand l'enquête est mal faite, mais là c'est tout l'inverse, on ne peut que lui tirer
tirer notre chapeau parce que vraiment il a fait un très bon travail. Donc lui évidemment il analyse toutes les images, mais ça prend du temps. Surtout parce qu'au départ il cherche plutôt du côté de son auberge de jeunesse à Grace. Vu que c'est un peu son pied-à-terre pendant son voyage, c'est là-bas qu'il regarde. Et puis 5 jours après la disparition de Grace, le jeudi 6 décembre, les enquêteurs téléphonent à Jess pour le convoquer au commissariat. Ils savent que Jess et Grace se sont vus et au départ ils veulent juste connaître le déroulé de la soirée qu'ils ont passée ensemble avant qu'elle ne s'évapore dans la nature. Mais Jess met du temps à venir. Alors les policiers se rendent à son hôtel. En effet, Jess, il vit dans l'hôtel qui est situé à Sky City depuis plusieurs mois dans la chambre 308. Jess, qui est dehors quand ils arrivent, les aperçoit et tente de faire demi-tour et de partir discrètement. Mais un employé de l'hôtel l'a vu. Alors il prévient les officiers qui le rattrape. Comme Jess savait que de toute manière il allait parler à la police aujourd'hui, il se présente plutôt bien habillé en costume 3 pièces. Il veut bien présenter et ça se voit. Jess Kempson est né le 28 décembre 1991 à Lower Hutt, en Nouvelle-Zélande. Lorsqu'il a 9 ans, ses parents se séparent et sa mère elle part vivre à l'étranger pour refaire sa vie. Il est alors élevé par son père et son grand-père. Côté professionnel, il a travaillé comme barman, puis comme ouvrier de construction, et on n'a pas beaucoup d'infos sur sa vie, mais c'est pas très clair, on a l'impression qu'il a jamais vraiment été stable. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le vendredi des faits, Jess il a été viré par ses employeurs, parce qu'apparemment il passait des coups de téléphone frauduleux. Au lieu d'appeler des clients, il s'appelait lui-même, il appelait son téléphone portable. En gros, de ce que j'ai compris, il faisait semblant de travailler. Donc ça montre que jusqu'à ce moment-là, bah oui, il a jamais été stable professionnellement. On va évidemment voir des images de son interrogatoire. Par contre, c'est possible que parfois son visage soit flouté. Je sais pas pourquoi sur YouTube, on trouve presque que des extraits où il est flouté. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que lors de ce premier interrogatoire, il se montre quand même stressé. Il marque des pauses, il hésite, et puis il check la caméra. Il regarde souvent la caméra quand l'officier sort de la pièce, etc. Et voici la version tant attendue, sa version des faits. Quand Grace et lui se disent au revoir, c'est après les cocktails au Wendy's. Selon lui, ils se font un câlin, un bisou sur la joue, et puis ils repartent chacun dans un sens différent dans la rue Victoria Street. There was a hug and a kiss on the cheek, and a thanks, nice meeting you. And then I said, let me know about tomorrow. And she said okay, and then she kept walking. Après ça, à cause de sa consommation d'alcool dans le bar sportif qu'il a rejoint après leur date, il a pas trop de souvenirs, mais il sait qu'il se réveille le lendemain à 10h. Mais évidemment, en réalité, les policiers quand ils l'interrogent, ils connaissent déjà le déroulé de la soirée, puisqu'à nouveau, tout était filmé de A à Z. On peut donc apercevoir sur les vidéos de caméras de surveillance que Grace et Jess se retrouvent en effet à 17h45. Ça n'a pas bougé. À 19h12, ils quittent Wendy's, mais ils ne se disent pas au revoir comme Jess le prétend. Ils vont simplement ailleurs. Et je sais que vous voulez savoir où, mais là on va retourner dans le futur pendant son premier interrogatoire. Ça vaut le détour. La police montre à Jess une photo de lui dans l'ascenseur de son hôtel le dimanche 2 décembre, donc le lendemain, à 8h01. Donc ça n'a rien à voir avec son réveil en gueule de bois à 10h, comme lui il le prétend. On retrace ensuite son trajet et il se rend dans un magasin, The Warehouse, où il hésite dans le rayon des valises avant d'acheter la plus grande. Oui, je sais, vous le sentez venir à 10 000 km. À 8h14, il retourne dans sa chambre d'hôtel. L'enquêteur le confronte. Jess ment. En tout cas, sur l'horaire de son réveil, le lendemain de son date avec Grace. Donc s'il ment sur ça, sur quoi d'autre il peut mentir? Et lors de ce premier interrogatoire, j'ai trouvé ça fou. C'est fou de voir à quel point Jess insiste lui-même sur la valise, parce que l'enquêteur le guide pas forcément dans ce sens-là, mais Jess, il arrête pas de remettre la valise sur le tapis. Et oui, il y a une valise, j'ai toujours cette valise elle est dans ma chambre, si vous voulez avoir la valise, vous pourrez avoir la valise, c'est assez fou. Hey, I just want to ask a question. Am I being arrested for something I didn't do? You haven't been arrested, no. Oh. À la fin de cet entretien, évidemment, il demande à parler à un avocat. Et pour la chronologie, je précise que pendant ce temps-là, les images des caméras de surveillance continuent à être analysées. Il y en a beaucoup parce que, ça je savais pas, mais en Nouvelle-Zélande, vraiment tout est filmé. Et voici ce qu'elles révèlent au grand jour. Après les cocktails au Wendy's, il n'y a pas eu d'au revoir entre Grace et Jess, comme lui le prétend. Il n'y a pas eu non plus deux chemins différents. Ils ont en fait continué la soirée ensemble, puisqu'ils se sont rendus au Mexican Café ensemble, puis au Bluestone Room à 20h35 pour continuer à boire. On voit qu'ils ont l'air de plutôt bien s'entendre, puisqu'ils passent leur temps à s'enlacer et à s'embrasser. Pourtant, et c'est glaçant, quand Grace se rend aux toilettes, on peut littéralement voir Jess fouiller dans son sac à main.
Pourquoi? Eh bien, on essayera de répondre à cette question un petit peu plus tard dans la vidéo. Grace et Jess quittent ensuite le bar vers 21h45. À 21h50, on les voit arriver ensemble, bras dessus, bras dessous, dans le hall de l'hôtel de Jess. Ils entrent dans l'ascenseur et ils se rendent dans la chambre située au 3e étage. Et ça, ce sont les dernières images de Grace en vie. Le lendemain, Jess achète une valise entre 8h01 et 8h14. À 8h35, il achète également des produits de nettoyage. À 9h33, il fait un trajet en taxi pour aller louer une voiture. Et ensuite, le culot, à 15h57, il se rend à un autre date Tinder. Je répète, il se rend à un autre date Tinder. Et il se présente et puis il boit quelques bières avec une femme. Les deux se quittent et à 17h43, il est de retour dans sa chambre d'hôtel. À 20h11, ce même jour, Jess loue un nettoyeur à haute pression. Et puis ensuite, à 21h30, on peut le voir dans l'ascenseur avec un chariot qui transporte 2 valises. Il part charger sa voiture et puis il repart dans sa chambre. La police, pendant ce laps de temps, elle obtient un mandat de perquisition pour fouiller son domicile parce que légalement, ils n'ont pas le droit de le garder plus de 48 heures pendant l'interrogatoire. Il faut des preuves concrètes pour pouvoir l'arrêter ou alors le libérer. La police passe alors sa chambre au luminol. C'est un composé qui permet de révéler en bleu les traces de sang même si elles ont été nettoyées. Je vous le dis tout de suite, ce bleu ne relève pas du sang. Ça peut aussi relever certains produits chimiques, etc. Et donc là, si on connecte les points, ça révèle surtout des produits nettoyants. Cette preuve permet quand même aux enquêteurs de ne plus travailler sur une disparition inquiétante, mais bel et bien sur un homicide. Sadly, the evidence we have gathered to this point in the inquiry has established that this is a homicide. Grace's family have been advised of this development and they are devastated. Jess est à nouveau interrogé le 8 décembre et cette fois-ci, il est arrêté car il est le suspect principal dans une affaire de meurtre. Did you kill Grace Millane? You're under arrest for the murder of Grace Millane on or about the 2nd of December. You understand? Yeah. Et pendant ce deuxième interrogatoire, il avoue la vérité parce qu'il y est obligé en fait. Il y a trop de vidéos de Grace et lui, il peut plus faire semblant. Il avoue qu'après les différents bars où ils sont allés, eh bien ils ont continué la soirée dans sa chambre d'hôtel. Après avoir débuté un rapport sexuel qu'il qualifie de normal, Grace lui aurait parlé du film 50 nuances de Grey. Et selon lui, elle aurait voulu faire la même chose avec lui. Elle aurait initié un rapport plus sauvage, elle lui aurait demandé à avoir les bras serrés, à être étranglée, elle. À ses yeux en tout cas, et pendant cette déclaration, toute la responsabilité appartient à Grace. Started talking to me about 50 Shades of Grey, which is a sex fantasy movie that's out. Il déclare ensuite qu'après leurs rapports qui se sont terminés au sol, il est parti prendre une douche et puis il s'est endormi sous la douche. Et puis à un moment donné, il se réveille toujours dans cette douche et il retourne dormir dans son lit limite en rampant, tellement il est dans un sale état. Et le lendemain matin, il découvre Grace toujours allongée sur le sol, un peu là où ils avaient terminé leur rapport, avec des traces de sang au niveau du nez. Vous l'avez compris, à ce moment-là, elle est en fait décédée. Lui, il tente de la réveiller en la secouant, en criant, etc., etc., en vain. Il affirme cependant ne pas l'avoir tuée intentionnellement. En gros, là, ce qu'il dit, c'est que soit c'était un accident, peut-être pendant le rapport, il sait pas, visiblement il y était pas, ou voilà, il sait pas ce qui s'est passé. Qu'il ne sache pas ce qui s'est passé, ou que ce soit un accident, si c'était un accident. Dans ce cas-là, il aurait appelé les secours, non? Ou alors il aurait appelé la police, ou même le personnel de l'hôtel, vu qu'il vit dans un hôtel. Il aurait sûrement fait l'une de ces choses, mais pas tout ce qui va suivre. Puisque le 2 décembre à 1h29, donc quelques heures après qu'il ait emmené Grace dans sa chambre, Jess fait des recherches sur Waitakere Range, un parc régional situé à l'ouest d'Auckland. Ensuite, à 1h35, il fait des recherches pour savoir si, dans le coin, il y a des oiseaux carnassiers, des vautours, etc. Et puis ensuite, il cherche à savoir quel est le feu qui brûle le plus. Alors je sais pas s'il cherchait quel était le bois, les matières qui faisaient plus vite brûler, mais bon, voilà, il a cherché quel était le feu qui brûlait le plus. À 1h41, il se rend sur des sites pour adultes. Et puis là, c'est un petit peu graphique, mais entre 1h46 et 1h49 du matin, il prend 7 photos de Grace nue. Et on apprendra plus tard par les avocats qui ont eu accès à ces photos
qu'elle était bel et bien morte. Toujours le 2 décembre, après avoir acheté la valise, il se rend à un autre date Tinder, ça je vous l'avais dit, alors que le corps de Grace est toujours dans sa chambre. Jess, qui est toujours face aux policiers lors de son interrogatoire, finit par dire qu'il est prêt à mener les enquêteurs au corps de Grace. Il avoue l'avoir mise dans la fameuse valise. La valise qu'on le voit acheter sur les caméras de surveillance. Le 3 décembre à 6h52 du matin, il se rend dans un magasin d'outillage et achète une pelle. Et il a le culot de tenter de dissimuler sa culpabilité en achetant des boulons en même temps. Je pense qu'il se dit, voilà, comme ça c'est pas trop suspect que je sois un homme qui achète juste une pelle. Pour quelqu'un qui n'a rien fait, c'est quand même culotté, je trouve. Après ça, il enterre la valise dans laquelle il y a Grace aux abords du parc régional, celui sur lequel il avait fait des recherches. Il finit par rentrer à son hôtel à 9h30, pieds nus. Toujours le 3 décembre, après avoir enterré Grace, il fait laver ses vêtements au pressing et puis il achète une autre valise qui lui servira de leurre. En gros, il rachète la même pour plus tard pouvoir dire aux policiers « Non mais moi j'ai toujours cette valise donc j'ai pas pu enterrer un corps dedans ». Et puis après ça, il nettoie sa voiture et il en profite pour jeter la pelle. Le 6 décembre, un peu avant 6h du matin, il sort de chez lui avec un sac en bandoulière et on sait pas trop où il se rend, mais on se doute, enfin les policiers pensent que c'était pour jeter des preuves. Et par exemple, à ce jour, le téléphone de Grace n'a jamais été retrouvé. Et puis ensuite, les images, vous les connaissez, il se fait interpeller par la police pour son premier interrogatoire. Et tout le reste de la journée, vous la connaissez. Grâce à tous ces éléments, Grace est retrouvée le 9 décembre vers 16h, là où Jess l'avait dit, près de Scenic Drive, à 19 km du centre d'Auckland. L'autopsie pratiquée sur elle le 10 décembre révèle un taux d'alcool dans son sang plutôt élevé, puisqu'il était de 106 mg d'alcool pour 100 ml de sang, soit 2 fois la limite légale pour prendre le volant là-bas. Grace est décédée suite à une forte pression sur le cou, donc par strangulation. Et cet étranglement, tenez-vous bien, aurait duré de 5 à 10 minutes. C'est vrai que dans les films et dans les séries, etc., les étranglements, c'est représenté de manière très rapide, mais dans la vraie vie, on ne peut pas étrangler quelqu'un accidentellement, puisque ça prend de très longues minutes. Mettez un timer de 5 à 10 minutes sur votre téléphone et regardez les secondes passer. C'est très très long, ça ne peut pas être accidentel. Après cette autopsie, le corps de Grace est rapatrié en Angleterre et rendu à sa famille pour ses funérailles. Suite à l'annonce officielle du décès de Grace Millane, la première ministre de la Nouvelle-Zélande s'excuse publiquement auprès de la famille de Grace. On behalf of New Zealand, I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. Et à nouveau, je trouve ça super bien parce que ça aurait pu quand même créer des problèmes politiques entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Mais là, le gouvernement néo-zélandais a clairement reconnu sa faute. Le procès de Jess, quant à lui, se tient le 4 octobre 2019. Lui, il nie toujours en bloc avoir tué Grace et il plaide non coupable. Il refuse cependant de témoigner lors de son propre procès et il décide de laisser les vidéos de ses interrogatoires parler pour lui. La défense qualifie la mort de Grace comme d'un accident survenu lors d'un rapport consenti. Pourtant, je suis sûre que vous vous souvenez du moment où Jess fouille le sac de Grace quand elle est aux toilettes. Et pour moi, clairement, ça prouve la préméditation. Parce que qu'est-ce qu'il cherchait en fait dans son sac à ce moment-là? Ça, c'est mon avis, mais je pense qu'il regardait si Grace, elle avait pas une bombe lacrymo par exemple. Je pense qu'il cherchait à savoir si elle avait de quoi se défendre, s'il prévoyait de lui faire du mal. CQFD, il a prémédité son geste. Il savait qu'il allait lui faire du mal et qu'il ne fallait pas qu'elle ait de quoi se défendre dans son sac. D'ailleurs, parfois les Auroria peuvent permettre de faire de la prévention sur tel ou tel sujet. Donc là, en effet, j'en profite tant que j'ai votre attention, mais si vous faites des dates Tinder ou n'importe quelle autre application de rencontre, on sait jamais sur qui on va tomber quand on fait des rencontres en ligne. Et je ne peux que vous recommander, surtout si vous êtes une femme, de prendre des précautions. Je suis pas sûre que les lacrymos soient autorisés en France, mais prenez des sprays au poivre, ne laissez jamais votre verre sans surveillance et surtout envoyez votre localisation, pas à une personne, mais à minimum 2 personnes. Perso, on a même des mots code avec l'une de mes meilleures amies. Très souvent, quand elle part en date, je suis prévenue, mais surtout, je sais que si je l'appelle ou qu'elle m'appelle et qu'elle me donne ce mot, ce code, ça veut dire qu'il y a un problème et que je dois appeler la police. On sait jamais si vous êtes en date et que d'un coup vous êtes sous la menace d'une arme et puis que cette personne vous dit non mais appelle ta famille, appelle tes amis pour dire que tu vas bien, que t'es pas là depuis 3 jours mais que ça va, machin, blablabla. Franchement, ayez des mots de code, des phrases de code avec vos proches pour pouvoir dire devant quelqu'un qui vous menace, ça va pas, mais sans que cette personne
personne le comprenne. C'est quand même très malheureux d'en arriver là, mais je pense que c'est nécessaire. Quoi qu'il en soit, dans ce cas-là, la thèse de l'accident pour moi, elle tient clairement plus, et elle tenait plus dès que j'ai vu les images de Jess en train de fouiller dans le sac de Grace. Le procès dure 3 semaines et le jury, composé de 12 personnes, finit par reconnaître Jess coupable du meurtre de Grace. Il est emprisonné à vie le 22 novembre 2019 avec une période de sûreté de 17 ans. Et ce qui est plutôt fou dans cette affaire, c'est que l'identité de Jess Kepson, elle a été gardée secrète à cause d'une ordonnance de non-publication imposée par la justice néo-zélandaise. En fait, en Nouvelle-Zélande, c'est une mesure plutôt courante. Et en gros, c'est pour garantir un procès équitable et éviter que les médias n'influencent le jury, pour protéger les familles et également pour empêcher toute confusion avec d'autres affaires en cours, s'il y en a. Et dans ce cas-là, oui, il y avait d'autres affaires en cours. Parce qu'après la disparition de Grace en décembre 2018, plusieurs personnes se sont manifestées. Une autre touriste anglaise que Jess a agressée dans sa chambre d'hôtel 1 mois avant le meurtre de Grace, après une rencontre sur Tinder aussi. Et une ex-petite amie de Jess qui avouera qu'un soir, alors qu'elle rentre chez elle, Jess menace de la tuer verbalement. Ensuite, il la menace physiquement avec un coup qu'il tient près de sa gorge. Il l'a giflée et puis il l'a étranglée en lui disant « Chut, c'est l'heure de dormir ». Heureusement, elle a survécu à cette soirée horrible, mais elle a tellement eu peur qu'elle a écrit une lettre à ses proches pour laisser une trace écrite, une trace noire sur blanc, pour qu'ils aient une preuve si effectivement un jour il devait lui arriver quelque chose. Jess est alors à nouveau reconnue coupable de viol et d'agression sexuelle et condamnée dans des procès séparés en 2020. Et c'est seulement après ces condamnations que son identité a pu être révélée au public. Ce qui est assez terrible dans cette affaire et jusqu'au bout, c'est qu'en novembre 2020, le papa de Grace est malheureusement décédé d'un cancer, mais je pense qu'on peut aussi le dire, de chagrin. Cette famille, jusqu'au bout, elle n'a pas été épargnée. Mais ils sont quand même restés assez forts pour créer l'association Love Grace en soutien aux victimes de violences domestiques. Parce qu'à l'époque, ça a été un vrai sujet, le traitement de l'affaire n'a pas été le même qu'il aurait pu l'être aujourd'hui. Dans ce cas précis, on parle de victim blaming, parce qu'en fait, la défense, les médias s'en sont donnés à cœur joie pour mettre sur le devant de la scène la vie sexuelle de Grace. Comme si telle ou telle pratique justifiait son meurtre, comme si elle l'avait finalement mérité. Ça n'a pas été prouvé, mais même si en effet elle voulait avoir des rapports un petit peu plus sauvages que la normale, en quoi ça justifie qu'on l'étrangle pendant 5 à 10 minutes? Mais dans les médias, on dépeint un portrait d'elle, voilà, d'une femme qui a pris des risques et qui l'a cherché. Elle a bu de l'alcool avec un inconnu, elle est montée dans sa chambre d'hôtel, donc bon, vraiment il y a des gens qui ont écrit, bah elle l'a mérité, elle l'a cherché. Et les autres dates Tinder de Jess ont également été exposées au grand jour et blâmées. Parce que, vous comprenez, elle datait. Et donc, si meurtre il y a, si viol il y a, c'est pas l'homme qu'elles ont tout en commun et qui est l'auteur de ces crimes, le problème. C'est elle. Évidemment. Après toutes ces Auroria publiées, je pense que vous connaissez mon avis sur la question. Un traitement bien misogyne dans les médias. Est-ce qu'on est surpris? J'ai envie de vous dire pas du tout. Et évidemment qu'en aucun cas, Grace l'a cherché. Je comprends pas pourquoi en tant que femme, on peut pas juste voyager autour du monde et profiter et faire des rencontres. Et c'est pas si vieux puisque ça date de presque 2019. Donc qu'on me dise pas que les choses ont changé parce que je suis pas forcément d'accord. En tout cas, j'espère que je vous ai pas trop traumatisé si vous êtes adepte des dates sur Tinder. Je sais que c'est pas la seule histoire qui s'est mal déroulée à cause de Tinder. Et je crois que depuis, ils ont quand même mis en place des choses pour la sécurité des femmes. Donc encore une fois, si vous connaissez cette application, n'hésitez pas à me dire si je me trompe ou pas. Mais je le répète et j'insiste vraiment dessus, faites très attention à vous parce qu'on ne connaît jamais vraiment les gens avec qui on parle derrière un écran. En tout cas, j'espère que cette Auroria vous a plu et si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant des pouces vers le haut et en vous abonnant à ma chaîne si c'est toujours pas fait. N'oubliez pas avant de partir de répondre aux 2 questions là du début de la vidéo. Dites-moi d'où vous venez en France ou ailleurs d'ailleurs. Je sais qu'il y en a en Belgique, en Algérie, au Maroc, au Canada, en Espagne, enfin c'est assez fou. Et n'oubliez pas non plus l'offre HelloFresh qui encore une fois s'affiche à l'écran avec le code AuriaCheese. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine Auroria qui sera sûrement une Auroria de Noël. Je vous fais évidemment de très gros bisous même si je tombe malade et prenez soin de vous. Ciao.